Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Montels, fondateur de l'Institut français de Vastu Shastra et auteur du livre Vastu Shastra, la médecine indienne de l'habitat, aux éditions Anjali. Comme vous l'aurez compris, nous allons consacrer cet épisode du podcast au Vastu Shastra, la médecine indienne de l'habitat. Bonne écoute! Bonjour Laurent, bienvenue sur le podcast. Oui, bonjour à vous et merci de m'inviter sur votre chaîne. On est vraiment ravis de te recevoir. J'ai juste une petite, avant qu'on commence, une petite anecdote à raconter. C'est que j'ai ton livre, Laurent, dans ma bibliothèque depuis un certain temps. et puis, on avait essayé de te contacter quelques fois. Et puis, il y a très peu de temps, il y a une de tes étudiantes, Marie, on lui fait un petit coucou d'ailleurs, elle se reconnaîtra, qui nous a contactés sur les réseaux sociaux pour nous dire « Mais j'aimerais tellement que vous receviez mon formateur, Laurent Montels. » On lui a dit « Mais justement, on cherche à le joindre. » Donc Marie nous a mis en contact et a permis que tu sois là aujourd'hui. Donc tout se fait au temps où ça doit se faire. Bon, je ne savais super. pas que c'était si difficile de me rencontrer. Bah écoute, c'était pas si difficile, mais je pense qu'on n'avait pas la bonne adresse mail ou quoi que ce soit. Bref. Oh, puis peut-être c'était pas le moment, voilà. Hein, C'était pas le moment. Voilà. Exactement. On est vraiment ravis que tu sois là aujourd'hui. Tu as découvert le Vastu Shastra en Inde dans les années 90 et comme tu venais du milieu médical, tu vas pouvoir nous préciser ça. Tu t'es vite aperçu en fait de l'impact de cette discipline sur la santé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, sur comment tu en es venu au Vastu Shastra ? Eh bien, peut-être on peut prendre comme point d'appui justement cette découverte que j'ai fait en 96 lors d'un voyage en Inde où j'étais d'abord parti pour approfondir la méditation parce que bon, la méditation c'est quelque chose qui me tient depuis l'enfance, donc je suis allé plusieurs fois en Inde dès les années 80. Et puis en 96, donc je fais un séjour dans l'ashram de Swami Satyananda dans le nord de l'Inde pendant un mois. Et j'avais décidé de faire une petite escapade dans le sud de l'Inde, parce que je ne connaissais que le nord. Et comme c'était la période estivale, la période d'été, ben, j'ai pris un moment pour découvrir le sud de l'Inde. Et là, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé, c'est que une Française qui était dans l'ashram avec moi pendant la période de retraite yogique, et me dit bah, « Je vais à Pondichéry, si tu veux, on peut y aller ensemble ». Et donc je me laisse porter. Et puis, il y avait une soirée d'accueil avec des amis qui connaissaient donc cette personne. Et je me suis joint au groupe. Et là, je m'assois à côté d'un architecte qui me parle du Vastu. Et alors, les Indiens, toujours très curieux aussi de savoir ce que tu fais, ben, j'explique effectivement que j'ai un parcours médical. J'ai fait la fac de médecine, enfin, je me suis orienté dans la chirurgie dentaire, donc j'ai fait tout mon cursus pour devenir chirurgien dentiste. En parallèle, j'ai aussi suivi un cursus de médecine chinoise parce que bon, j'étais un petit peu dans la frustration par rapport je dirais à l'approche qu'on a du malade dans notre système de santé ici, où on étudie plutôt des symptômes, des maladies, et parfois on oublie quand même le malade. Et donc, au travers de la tradition chinoise, j'ai retrouvé ce contact en fait avec le patient. Et donc expliquant tout ça à cette personne que je venais juste de découvrir dans cette soirée, il me dit bah, écoutez, moi je suis architecte, mais je soigne aussi l'habitat. On est en quelque sorte un petit peu dans le même domaine. Et donc, ce faisant, je lui pose beaucoup de questions sur le Vastu, parce que je ne connaissais pas le Vastu, je ne connaissais même pas le Feng Shui à l'époque. C'était en 96, c'était encore très peu connu en France.
Et devant ma curiosité, en fait, il me dit, bah, écoutez, si vraiment ça vous intéresse, vous venez suivre une consultation avec moi. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai été très très surpris, c'est de voir en fait effectivement l'impact qu'on pouvait avoir sur un habitat. Et il m'explique qu'en soignant la maison, en fait, il soigne les gens qui y vivent dedans, parce que si c'est pas calé en énergie, si c'est toxique, négatif, eh bien, les personnes sont décompensées. Et donc, en soignant l'habitat, eh bien, ça fait du bien aux gens qui y vivent. Voilà donc très très rapidement le parcours. Bon, je suis né à Paris en 56, donc j'ai 64 ans aujourd'hui, bientôt 65. Très bien, très beau parcours. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous, Laurent. Du coup, aujourd'hui, on s'assoit à ta table pour que tu nous expliques un petit peu ce qu'est le Vastou, à l'image de ton parcours en t'asseyant à côté de cet architecte. On va d'abord voir un petit peu les origines du Vastou, les décrire un petit peu, savoir d'où ça vient. Et ensuite, on verra un peu les grands principes et l'application du Vastu Shastra dans nos habitats. Alors, pour commencer par les origines, est-ce que tu peux nous dire ce que signifie le terme Vastu Shastra ? C'est la science sacrée de l'habitat. Donc au départ, c'est plutôt une orientation vers les lieux sacrés, vers les temples, mais il y a de nombreuses applications, bien sûr, dans le domaine aussi familial de nos habitations. C'est une discipline ancienne qui fait partie des arts traditionnels de l'Inde, donc qui prennent leur cœur, leur origine dans les Védas. Donc les Védas, ce sont des écrits très anciens, les historiens ne sont pas tous d'accord pour les dater, mais enfin on va dire que c'est au moins 5000 ans. Ça date d'au moins 5000 ans. Le premier des Védas, c'est le Rig Veda, qui est l'ouvrage, on va dire, de base. Et puis ensuite, il y a des différents Védas qui se sont déclinés à partir de ce Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda et Atharva Veda. Bon, le Yajur, c'est pas l'Ayurveda, mais enfin ça, je vais pas vous l'apprendre. Et puis, dans l'Atharva Veda, il y a tout un chapitre qui concerne l'habitat. Et alors, comme évidemment dans les textes originaux, c'est une approche qui est d'une lecture qui n'est pas très très facile, et donc il y a eu d'autres ouvrages beaucoup plus contemporains qui expliquent de façon un peu plus préhensible cette discipline. Je pense notamment au Matamaya, qui est un ouvrage du siècle dernier. Et on a une approche quand même, une lecture beaucoup plus facile. Il faut savoir aussi que le Vastu s'est exporté depuis l'Inde vers la Chine, et ça c'est au 5e siècle. Et ça a influencé la tradition taoïste qui était déjà bien présente par rapport à l'habitat. Mais le souffle nouveau qu'a apporté le Vastu, enfin une partie du Vastu, en fait, a donné au Feng Shui, a donné naissance au Feng Shui. Et on dit souvent que le Feng Shui est originaire du Vastu. Alors c'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans la mesure où il y a eu une influence du Vastu, mais il y avait quand même déjà une tradition vivante de l'habitat dans le système taoïste. Et voilà, donc c'est une discipline qui se décline à deux niveaux aujourd'hui en Inde, c'est-à-dire qu'il y a un niveau très populaire qui est plutôt relié à l'astrologie, et puis un niveau qui est beaucoup plus structurel, qui lui est beaucoup plus secret, parce que en fait très 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 puissant en termes de gestion de l'énergie. Et comme toutes les disciplines puissantes, elles sont quand même pas forcément disponibles auprès du grand public, parce que justement, avec l'impact qu'elles peuvent avoir, c'est important d'avoir en même temps un certain degré de sagesse pour l'appliquer. Bien sûr. Tu viens de dire qu'il y avait une partie du Vastu Shastra qui est liée à l'astrologie. C'est quoi le lien entre l'astrologie et le Vastu ? Alors, donc le Jyotish, pour ceux qui connaissent dans la tradition indienne, donc et l'astrologie indienne, c'est-à-dire qu'il y a, en fonction des configurations astrologiques, des moments plus opportuns pour entrer dans un lieu que d'autres moments. Donc ça, c'est très connu en Inde. Et la plupart du temps, quand vous sollicitez une consultation Vastu en Inde, c'est en général pour vous indiquer à quel moment il faut rentrer dans un nouveau lieu.
Donc ça, c'est très en lien, évidemment, avec l'habitant. Alors que la partie structurelle, elle concerne en fait l'habitat lui-même, son équilibre, indépendamment des gens qui y habitent. Ok. Je fais juste le lien avec l'astrologie pour inviter nos auditeurs qui l'ont pas encore fait à écouter l'épisode 29. On avait enregistré justement sur le Jyotish, on avait parlé du Jyotish avec Raphaël Kalef. Donc toi aussi Laurent, si tu l'as pas encore écouté, ce sera peut-être l'occasion pour toi d'aller découvrir cet épisode-là, même si tu connais déjà le Jyotish, j'imagine très bien. Ok, super. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ça, pour les petites, l'introduction au Vastu sur les origines. On va voir maintenant au niveau des grands principes du Vastu, en quoi ça consiste. Et du coup, quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui, et puis particulièrement en Occident, quel est l'intérêt d'utiliser le Vastu? Eh ben là, je vais prendre, si tu veux, la posture du thérapeute, parce que c'est comme ça d'ailleurs que moi je suis venu au Vastu, hein, puisque bon, au départ, on me dit, le bien-être de l'habitat, oui, d'accord, évidemment, le bien-être, ça se décline à plein de niveaux dans notre vie. Mais quand j'ai pu voir l'impact que ça avait au niveau de la physiologie, en tant que thérapeute, je me suis dit, mais je ne peux pas faire l'impasse sur cette discipline, parce que si tu fais un traitement, qui ce soit une prescription ayurvédique, que tu traites quelqu'un en médecine chinoise, en acupuncture, si la personne rentre chez elle et puis qu'elle est dans un milieu toxique, c'est-à-dire qu'elle va être décompensée en termes d'énergie, eh bien ton traitement ne fonctionnera pas. Enfin, du moins, il fonctionnera un moment, mais petit à petit, ça va décliner. Tu revois la personne 2-3 mois plus tard et tu t'aperçois qu'on est pratiquement revenu à la case départ. Donc là, pour moi, il y avait un intérêt évident, si tu veux, c'est de pérenniser, si tu veux, les traitements que je pouvais donner. Donc ça, c'est déjà l'élément qui me paraît essentiel. Et je dirais que tout thérapeute, alors principalement évidemment les thérapeutes dits alternatifs, parce que c'est un petit peu plus compliqué d'introduire ces notions dans les circuits traditionnels, les médecins qui sont bien, on va dire, bien formatés dans notre système. Mais c'est un point qui devrait être abordé par tout thérapeute, parce que ça fait partie de la médecine dans sa globalité. Une médecine holistique, elle comprend également l'habitat. Donc ça, c'est le point qui me paraît le primordial, essentiel. Comment le Vastu permet d'observer un terrain ou un habitat? Comment ça fonctionne exactement? Alors, pour appréhender cette énergie de l'habitat, il y a, je dirais, deux voies qui sont très complémentaires et, je dirais, même indispensables l'une par rapport à l'autre. Il y a d'abord une approche technique, c'est-à-dire que le Vastu, il y a une certaine technologie, il y a des règles, il faut les connaître. Ça, c'est un apprentissage, on va dire, rationnel et on va dire relativement clair, hein, mais même si dans les disciplines comme ces disciplines anciennes, traditionnelles, c'est pas toujours évident de cerner rationnellement tous les éléments. Mais disons qu'on peut s'appuyer sur une certaine technologie Vastu qui nous donne une analyse du lieu. Alors je pourrais développer par la suite. Le deuxième aspect, c'est un aspect intuitif et psychique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une impression, et ça va parler aux auditeurs, c'est-à-dire que vous rentrez dans un lieu, vous avez immédiatement une information, surtout si vous êtes un petit peu dans une écoute intérieure, eh bien, l'habitat va vous délivrer un message et vous pouvez vous sentir extrêmement apaisé, extrêmement bien accueilli dans l'énergie, ou au contraire, vous allez vous serrer et vous sentir mal à l'aise, et à ce moment-là, vous avez plutôt envie de repartir. Donc ça, c'est une analyse, c'est pas une analyse, c'est un ressenti que nous délivre l'habitat. Donc vous voyez, il y a vraiment ces deux approches, et quand on veut s'investir dans le Vastu, eh bien, il faut apprendre à développer les deux aspects, c'est-à-dire développer sa sensibilité pour percevoir le message vraiment avec ses tripes, avec son cœur, et puis aussi en avoir une analyse, bien sûr. Donc là, c'est plus mental, c'est plus avec sa tête.
Mmh. Est-ce que ça veut dire que, chaque lieu a une énergie qu'on peut ressentir finalement quand on arrive, sur ce lieu-là ou quand on vit, dans un lieu et que l'énergie de ce lieu, elle a une influence sur, l'être humain, sur notre comportement, sur notre physiologie et cetera? Ah, complètement. Et c'est ça la magie, en fait. Ça, c'est la magie de la vie. Et quand vous rencontrez une personne, c'est jamais... en thérapeute, on connaît bien ça, hein. Chaque personne est unique. Elle a sa propre physiologie. Bien sûr, il y a quelques constantes qui sont là, mais chaque personne a un parcours, une histoire, une énergie qui lui est propre. Eh bien, la maison, c'est pareil. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas se lasser aussi quand on est consultant, c'est-à-dire que à chaque fois, bah, c'est une aventure. C'est une forme d'initiation, on pourrait dire, de rentrer en contact avec l'énergie d'un habitat. Et chaque habitat, je confirme, hein, j'ai plus de 1000 expertises derrière moi, j'ai jamais rencontré deux maisons pareilles. Ouais. C'est super. C'est un peu infini, tu sais, c'est un peu comme, nous quand on fait des conseils, des recommandations en alimentation, on se rend bien compte que, on va considérer par exemple un aliment, mais on va surtout en fonction de l'aliment considérer qui le mange, à quel moment et donc ça veut dire qu'un tel aliment sera très bon pour une personne et moins bon pour une autre en fonction de sa physiologie et cetera. Est-ce que c'est la même chose pour un lieu? Ça veut dire que, en fonction de l'énergie d'un lieu, ce lieu-là pourrait être propice pour une certaine personne et défavorable à une autre? Oui, alors là aussi, on peut décliner à deux niveaux, c'est-à-dire que l'habitat en lui-même, indépendamment des gens qui y habitent, possède un équilibre. Et la plupart du temps, en fait, cet équilibre n'est pas là. C'est-à-dire, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on nous appelle pour rétablir une harmonie. Donc ça, c'est propre à la maison, au lieu lui-même. Et puis ensuite, eh bien, il y a aussi, je dirais, une interaction entre l'habitat et l'habitant. Et pour prendre un exemple, pour être un peu plus précis, si on a un habitat qui est par exemple en énergie statique, alors je pourrais expliquer un peu plus loin à quoi correspond l'énergie statique, mais si vous avez un patient qui est de nature kapha, eh bien, il va être complètement décompensé dans ce lieu, parce que, si vous voulez, le côté statique va appuyer sur déjà une tendance, si vous voulez, statique qui est dans les personnes qui habitent, dans la personne qui habite. Par contre, si c'est quelqu'un plutôt de nature Vata Pitta, eh bien, le statique va, au contraire, un petit peu plus le compenser et lui permettre de se poser. Donc, il y a vraiment les deux aspects. Il y a un équilibre lié à l'habitat, et puis il y a une interaction entre les gens et l'énergie de l'habitat. Mais je dirais qu'il n'y a pas de hasard non plus. On choisit l'habitat, c'est un petit peu comme les interactions de personnes, hein, c'est-à-dire qu'en général, on choisit bien le compagnon, la compagne, avec la bonne névrose qui s'emboîte bien avec nous. Vous voyez. Et puis, on va choisir un habitat qui ne sera peut-être pas parfait d'un point de vue vastu, mais qui va correspondre à notre énergie, et puis qui est un support en fait, de connaissances intérieures. On peut aussi être attiré par ce qui nous fait plaisir, mais pas ce qui nous fait du bien, quelquefois. Donc, comment faire, comment faire, par exemple, si on est très CAFA et qu'on se retrouve dans une maison qui est statique, du coup, il est possible ensuite d'équilibrer. Comment va se passer une consultation, par exemple, avec un thérapeute en Vastu Shastra? Alors, effectivement, il y a des solutions. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on prend justement une maison qui va avoir une tendance, par exemple statique pour quelqu'un de kapha, eh bien, le fait qu'il soit, que ça appuie sur sa nature, ça va lui montrer d'autant plus que sa nature, il faut peut-être qu'il se bouge, peut-être qu'il fasse des choses pour sortir de cet état. Donc des fois, il faut aller un peu plus loin dans un état pour en prendre conscience. Et puis à ce moment-là, on se dit, soit on change de lieu, ou soit on fait appel effectivement à un consultant qui va venir pour rétablir l'équilibre de l'habitat et lui redonner un équilibre plus dynamique, ce qui va être favorable en fait à la transition de la personne. Vous voyez. Donc c'est ça qui est super intéressant. D'ailleurs, on intervient dans les lieux en général quand les gens sont prêts à bouger. D'accord. Ah oui. Oui, c'est très très étonnant de voir en fait cette synchronicité. Les gens sont en général dans le passage
passe d'une étape à une autre. Alors c'est parfois physiologique, c'est parfois au niveau de la vie. Alors ça peut être aussi, ça peut se terminer par un divorce ou ou au contraire un rapprochement dans un couple. Ça peut être aussi un changement de situation, c'est-à-dire que la personne n'est pas tout à fait encore prête pour faire le saut, pour changer d'activité, parce que ça ne lui convient pas, ou du moins ça lui a convenu, mais ça ne lui convient plus. Et à ce moment-là, le Vastu arrive comme un petit boost dans l'énergie, remonte la vibration et permet à la personne de faire cette transition. Mais c'est très très étonnant de voir la synchronicité qu'il y a entre une intervention Vastu et en fait le passage à autre chose. Ok. Alors, pour voir vraiment les applications concrètes du Vastu sur la maison, si j'ai bien compris, donc il y a plusieurs manières de faire. On peut déjà choisir son prochain habitat, par exemple, en fonction du Vastu, en fonction de l'énergie du lieu, en rapport avec notre propre énergie. Et puis, on peut aussi, quand on habite déjà dans un lieu, venir apporter harmoniser ce lieu, apporter des corrections. Est-ce que c'est bien ça? Il y a peut-être deux étapes, c'est ça? Oui, effectivement, il y a aussi deux déclinaisons possibles, c'est-à-dire qu'on peut être soit dans du curatif, soit dans du préventif. Alors, le préventif, eh bien, on a un projet, alors soit d'acquisition, mais là je dirais que c'est un peu préventif-curatif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une analyse du lieu sur lequel la personne pense aller. Là, donc, on donne du conseil, on fait un diagnostic, on fait dire, bon, écoutez, d'un point de vue Vastu, ça tient à peu près la route. Bon, il y a toujours des petites choses à dire, mais dans les grandes lignes, c'est OK. Ou alors là, non, c'est vraiment un nid à embrouille, on vous déconseille, parce qu'il y a vraiment plusieurs paramètres qui sont dans le rouge et c'est vraiment pas terrible. Donc, ça, c'est le côté, on va dire, plutôt curatif. Mais ça peut être aussi un projet de dire j'achète un terrain et puis je vais construire ma maison. Et à partir de là, on fait une analyse. Là, je suis exactement en ce moment en train de travailler sur un projet dans les Vosges d'une personne donc, qui a acheté le terrain. Donc je me suis déjà déplacé pour recaler le terrain parce qu'il n'était pas terrible d'un point de vue des proportions, de l'orientation, enfin de différentes choses. Mais la personne a insisté parce qu'elle voulait vraiment être dans ce village à proximité de sa famille, donc il n'y avait pas beaucoup de terrain disponible, donc il n'y avait pas beaucoup d'alternatives possibles. Donc la personne est quand même allée sur le terrain, mais je lui ai dit, bon écoutez, en l'état, si vous faites un projet sans vraiment recaler le terrain, ça va être compliqué. Et donc, première mission, j'ai été pour recaler le terrain. C'est quoi, recaler le terrain ? Ça consiste à quoi ? Recaler le terrain, c'est si par exemple les proportions sont mauvaises, s'il y a certains angles, angles du terrain, c'est-à-dire des coins du terrain qui sont ce qu'on appelle défaillants, c'est-à-dire que sur le côté ouest, en général, c'est bien d'avoir des angles droits sur son terrain, c'est ce qu'on appelle les angles mètres. Bon, là, il faudrait affiner, hein. Je vais vraiment dans les grandes généralités, mais eh bien, si ce n'est pas le cas, ça décompense, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une colonne vertébrale qui n'est pas droite, vous voyez, qui n'est pas fixée. Et à ce moment-là, le projet, ça va prendre du temps, on ne va pas trouver les bons, vous voyez, les bonnes sociétés pour construire la maison. Les artisans. Ouais, les bons artisans, il va y avoir des embrouilles, des problèmes, des retards. Tu vas changer la forme du terrain ou tu redécoupes le terrain en fait de façon à ce qu'il soit... Exactement, il y a des méthodes pour restructurer le terrain. C'est comme si on était capable de le borner différemment. Sans prendre le terrain du voisin. Ah oui, mais ça c'est éthique. On ne peut pas faire ça, il y a quand même une certaine éthique dans le fonctionnement. Okay. Et donc dans le cas d'une construction neuve, tu viens donc appliquer en fait les règles, on va dire optimales
pour la maison, pour cette personne-là donc. Donc là, en l'occurrence, on passe à la deuxième phase, maintenant que le terrain est calé. Elle m'a envoyé, c'est hier, hein, vous voyez, c'est vraiment tout récent, un pré-plan de ce qu'elle imagine dans sa maison. Et puis, bon, bah, j'ai déjà remarqué, la cuisine est super mal placée dans la maison. Donc, on va revoir un petit peu la copie pour lui dire, bon, écoute, non, il faudrait plutôt organiser ça et comme ça, pour éviter d'avoir un maximum à faire de la correction au final. Après, ce qui est quand même super intéressant avec le Vastu, c'est qu'on a un peu de flexibilité. Si une personne dit non, non, mais moi, la cuisine, c'est absolument indispensable qu'elle soit à tel endroit pour telle raison, eh bien, on va dire bon, ok, on lâche l'affaire, place ta cuisine ici, mais par contre, il faudra faire du correctif parce que ton point feu, le point feu, ce sont les éléments à l'intérieur de donc air, terre, eau, feu et terre. La cuisine est liée évidemment à l'élément du feu et c'est bien qu'il soit placé à un certain endroit dans la maison pour être en affinité avec l'élément de la maison. Si, là en l'occurrence, elle avait placé sa cuisine en zone eau, donc vous voyez, le feu dans l'eau, c'est pas bon. Ça va poser des problèmes, notamment dans les jambes, des problèmes au niveau bassin. Enfin, ça va être parce que le feu, c'est l'énergie et il faut pas du tout qu'elle soit en lien avec l'élément eau. Alors là, j'ai beaucoup d'anecdotes où je pourrais vous dire sur des trucs, et c'est vraiment très très étonnant de voir à quel point, quand un élément est mal placé, ça peut complètement bloquer l'affaire. Alors déjà, ça pose des problèmes physiologiques pour les habitants, mais quand on est dans un business, par exemple, parce qu'on intervient quand même assez souvent aussi dans des lieux professionnels, eh bien, on voit que ça ne fonctionne pas du tout, le business. Voilà, donc là, j'en suis avec cette personne dans la phase 2 où on fait une analyse des plans pour recaler dans les grandes lignes la maison d'un point de vue Vastu. Ok, oh, c'est passionnant. Ouais. Et donc, pour une personne qui habite déjà dans sa maison et qui se rend compte qu'il y a des petits soucis, des circonstances en fait qui nécessitent une harmonisation, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait en Vastu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, là aussi, on a quand même pas mal de cordes à notre arc, c'est-à-dire qu'on a pratiquement tous les outils nécessaires pour corriger, vous savez, je dirais dans mon aventure Vastu, dans ma carrière Vastu, j'ai peut-être 3-4 maisons où j'ai conclu qu'il faudrait mieux faire venir le bulle et tout raser. Parce que là, on a sur 20 paramètres, on les a pratiquement tous dans le rouge. Et puis, alors, bien sûr, on ne dit pas ça à la personne. On lui dit, bon, on va essayer de faire de notre mieux. Et on ramène un petit peu mieux l'énergie presque à la moyenne, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle commence à plus décompenser. Mais ce n'est pas très satisfaisant. On cherche en général quand même de l'amener dans des vibrations assez hautes pour que ça soit porteur pour les personnes qui y habitent. Donc là, on est en plein dans du curatif. Et si la maison elle est par exemple mal orientée, parce que l'orientation de la maison, suivant les axes cardinaux, eh bien c'est ça ce qui définit l'énergie statique ou l'énergie dynamique. Et en admettant qu'elle soit très mal orientée, eh bien on a une possibilité de réorienter la maison. C'est un petit peu comme si on pouvait la mettre sur des roulettes et puis lui faire par exemple 15 ou 20 degrés vers le nord, vers l'est. Et ça fonctionne très très bien. Là, dernièrement, il y a quelques jours, on a fait une harmonisation avec ma compagne Lydie dans notre région, là près de Bordeaux. Et justement, il y avait un problème d'équilibre statique-dynamique. On a fait ce réglage et les 2 personnes qui habitent dans le lieu ont ressenti, on se dit mais c'est quand même incroyable, vous arrivez à bouger l'énergie avec apparemment peu de moyens, c'est vraiment très très étonnant et ça fonctionne bien. Alors après que ça soit des proportions, ça soit que la maison soit mal calée sur le terrain, une piscine par exemple mal placée, ça peut complètement décompenser l'énergie du lieu. Bien tout ça, on sait manager, on peut rectifier. Et quelles sont les raisons finalement les plus courantes pour lesquelles les gens viennent te voir? Est-ce que c'est parce que ça peut être lié à des problèmes d'insomnie, des problèmes de fatigue, de flegme? C'est ces raisons-là les principales ou? Alors,
peut-être je vais revenir un petit peu sur les bases Vastu pour ce qui va permettre de voir à peu près les grands domaines dans lesquels les gens nous sollicitent. Il y a dans le Vastu déjà tout un volet géobiologique, c'est-à-dire tout ce qui est lié au sous-sol. Les réseaux Hartmann, les veines d'eau, enfin ce qui est classique, on sait bien que une veine d'eau qui passe sous la maison, c'est pas très positif. Si en plus on a un nœud toxique, Hartmann par exemple, en pile sur la veine d'eau, ça amplifie le problème. Une faille, une cheminée tellurique, tout ça, ce sont des domaines qui sont bien connus dans la géobiologie, qui se développent quand même maintenant pas mal en Occident. Et eh bien, la géobiologie fait partie du Vastu. On va dire que c'est à peu près un petit tiers du Vastu, voire même plutôt un quart. Et puis ensuite, il y a le domaine structurel classique du Vastu, c'est-à-dire l'orientation de la maison, est-ce qu'elle est proportionnée, comment sont distribuées les pièces à l'intérieur, ce dont je venais de parler juste avant. Ça, c'est une grosse partie du Vastu, c'est comment l'énergie circule à l'intérieur de l'habitat. Et puis, il y a une dernière partie qui est la mémoire des lieux, parce qu'il faut quand même savoir que les lieux nous influencent, mais nous aussi nous influençons les lieux parce que nous faisons. S'il y a eu des souffrances, des drames, des choses assez terribles qui se sont passées dans un lieu, il y a des empreintes. Je ne parle même pas des colocataires subtils qui peuvent s'incruster dans les lieux. Eh bien, tout ça, c'est aussi un volet évidemment, qui peut paraître un peu plus ésotérique, mais effectivement, il y a des lieux qui sont habités par des entités, il y a des lieux qui ont été pollués par des drames, des suicides et autres, et ça laisse, si vous voulez, une impression très, très désagréable dans le lieu, qui est vraiment difficile. Donc les gens nous sollicitent en général parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le lieu. Alors ça peut être effectivement lié à la santé, et puis ça peut être aussi lié à des impressions. Et d'ailleurs, vous, mesdames, vous êtes en général plus sensibles à ce genre de phénomène. Sans rentrer, il y a aussi bien sûr des hommes très sensibles qui peuvent sentir, mais dans la grande tendance, en général, les femmes sentent mieux quand il y a des énergies, on va dire, un peu perverses qui sont là, imprégnées dans les murs et qui amènent une certaine tension, une certaine angoisse. On n'arrive pas vraiment à se détendre. Il peut y avoir effectivement des problèmes de sommeil. Ça, c'est un grand classique. On peut avoir aussi des gens qui cherchent à vendre un lieu et puis qui n'arrivent pas à vendre. Parce que l'énergie, elle est tellement mauvaise à l'intérieur que quand les gens viennent visiter le lieu, eh bien, non, ça ne se déclenche pas. Vous voyez, il n'y a pas le petit boost au niveau du cœur qui se déclenche et qui fait qu'on a envie de s'investir dans le lieu. Et même si la maison ou l'appartement est au prix du marché. Alors ça, ce sont des différentes indications qui amènent à consulter. Ok. Pour terminer sur cet épisode-là, alors juste peut-être sur les correctifs qu'on peut apporter, je me doute que la meilleure manière de pouvoir apporter les bons correctifs, c'est de faire venir un praticien Vastu chez soi et de le consulter pour avoir les bonnes choses. Mais est-ce qu'il y a 2-3 petits trucs que tu peux donner, les b.a.-ba, des choses à vérifier chez soi? Alors, des petites recettes de cuisine. Je ne suis pas trop amateur de recettes de cuisine, mais bon, je vais quand même faire plaisir aux auditeurs. Je vais leur donner un ou deux trucs. Déjà parce que le Vastu, comme je l'ai expliqué, quand on commence à aller dans le structurel, on est hyper puissant. Donc, c'est un petit peu, vous voyez, comme si, je ne sais pas, demain, on donnait une arme à feu à quelqu'un, à un petit gamin. Non, tu vois, on ne peut pas faire ça parce que le Vastu peut complètement réharmoniser une maison, mais un Vastu mal conduit peut aussi détruire une maison. Donc il faut rester très très prudent. Par contre, il y a quand même des choses qui sont assez simples, comme par exemple l'utilisation des miroirs. Alors ça, c'est un grand classique parce qu'on le rencontre pratiquement dans toutes les maisons. Et là, je peux donner quelques trucs parce que ça rendra service, j'en suis sûr, à quelques personnes. Les miroirs, on ne met jamais un miroir en face d'un flux entrant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un flux entrant ? Le plus facile à comprendre, c'est quand vous ouvrez la porte de la maison ou de l'appartement, imaginez que vous êtes dans l'encadrure de la porte, vous venez de pousser la porte, vous vous voyez dans le miroir.
Donc le miroir est juste en face. Le miroir, c'est en fait un réflecteur d'énergie. Donc il va pousser l'énergie à l'extérieur puisqu'il est face à la porte d'entrée. Donc c'est ça, être face à un flux entrant. C'est la même chose dans une pièce. Si vous rentrez dans une pièce et vous voyez immédiatement dans un miroir, le miroir est mal placé. Vous allez à l'étage, par exemple, dans une maison, vous montez l'escalier, vous arrivez sur le palier, à la dernière marche, vous voyez dans le miroir. Le miroir est mal placé, il est en face d'un flux montant, d'un flux entrant. Un classique, c'est le miroir dans la chambre. Il y a eu une mode, vous savez, avec ces grands placards coulissants, avec le grand miroir qui va du sol au plafond. Eh bien, si vous êtes sur votre lit, quelle que soit la position sur laquelle vous êtes, vous vous asseyez sur votre lit, il ne faut pas vous voir dans le miroir. Si vous vous voyez dans le miroir alors que vous êtes assis sur votre lit, ça veut dire que vous avez un flux qui traverse le lit, le flux du miroir. C'est pas bon. Ça peut tout à fait perturber le sommeil. Donc il faut soit le couvrir, soit des fois, s'il y a toute une rangée de portes, voir si on ne peut pas décaler les portes pour que le miroir soit un petit peu excentré par rapport à la perpendiculaire, vous voyez, par rapport au lit. Faut trouver un management pour pas que le miroir reflète sur le lit. Là j'ai pas mal d'anecdotes aussi qui pourraient illustrer ce genre de problème. Et alors tout dépend évidemment de la personne. Si la personne a un très bon sommeil, eh bien elle ne sera pas forcément perturbée, vous voyez, par le miroir. Mais quelqu'un qui est déjà un peu léger, vous voyez, qui a un sommeil fragile, il a un miroir dans sa chambre et en plus sa chambre elle est en zone air par exemple, pour revenir aux éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. L'air, c'est l'instabilité, donc déjà c'est pas très favorable pour faire une chambre, à part une chambre d'amis, parce que là vous aurez être sûr qu'ils ne vont pas s'incruster dans le lieu puisqu'ils sont en zone air, ça va bouger. Mais pour vous, eh bien c'est pas une zone très bonne pour faire une chambre. Et si en plus il y a un miroir, pour peu qu'il y ait une poutre au plafond qui donne une onde de forme, là c'est nuit blanche assurée, vous voyez. C'est la cata. Mais on peut corriger. Oui, on peut corriger l'onde de forme liée à la poutre. Alors par contre, on ne peut pas changer les éléments de place. Alors, ça, c'est une petite anecdote. L'année dernière, j'ai une personne de Suisse qui nous appelle, qui nous découvre sur Internet, qui nous appelle, qui dit « Écoutez, je suis embêté dans la maison, il y a quand même des choses qui ne vont pas trop. Puis on a un petit gamin qui a 1 an et il ne dort pas. Il est très perturbé. Alors je regarde, justement, il était en zone R. Alors, et je vois qu'ils avaient une autre chambre qu'ils avaient consacrée pour chambre d'amis. Et par contre, cette chambre d'amis, elle était dans une zone beaucoup plus intéressante, si vous voulez. Elle était en zone éther, ce qui est beaucoup plus favorable pour faire une chambre. Alors donc, je suggérais, je lui dis, mais est-ce que vous ne pouvez pas déplacer le gamin, le mettre en fait dans cette chambre-là et réserver la chambre actuelle de l'enfant pour la chambre d'amis? Du ça doit pas, non, ça pose pas de problème. Et bon, donc c'est ce qu'ils ont fait. Et 1 mois plus tard, on reçoit un petit message sympa disant « écoutez, c'est quand même super. Depuis qu'on a changé effectivement notre petit garçon de chambre, eh bien, il dort très très bien, tout va bien. » Bon, si les parents veulent récupérer du sommeil, donc pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants qui ne dorment pas, le Vastu Shastra peut être une solution également. Alors, si la chambre est à l'ouest, la zone R sera à l'ouest. Alors ça peut être nord-ouest ou sud-ouest, parce que là il faudrait introduire une autre notion qu'on appelle l'énergie giratoire ou antigiratoire pour pouvoir affiner la localisation. Mais si c'est à l'ouest, de toute façon c'est pas bon. C'est pas bon. Il faudra encore nuancer parce que s'il y a des problèmes de sommeil, voilà. Ouais, s'il y a des problèmes de sommeil, pas forcément, parce que à l'ouest c'est aussi la zone, ce qu'on appelle la zone maître. Donc si l'enfant est dans la zone maître, normalement c'est la chambre parentale, vous voyez. Et si vous avez mis les enfants dans la chambre dite parentale, c'est eux qui prennent le power de la maison. Donc mais ça je l'ai vu aussi. Alors c'est pareil, si on a une opportunité de pouvoir réorganiser un petit peu et changer, intervertir des fois les chambres, ça solutionne pas mal le problème relationnel. J'imagine. Est-ce qu'il est possible, alors j'imagine qu'il est mieux pour les praticiens en Vastu Shastra de venir sur le lieu pour pouvoir donner des conseils. Est-ce qu'il est possible de faire des consultations à distance à partir de plans ou en te décrivant un peu les endroits, ou c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Alors, il faut bien distinguer consultation. Il y a
on va dire, diagnostic, qui est une première consultation, c'est-à-dire de faire un état des lieux dans l'énergie. Donc ça, on n'a pas besoin de se déplacer. Effectivement, avec un lieu, l'adresse postale, la parcelle cadastrale aussi, qui est importante si on a une maison pour savoir un petit peu comment elle est calée sur le terrain. Donc, on arrive à faire un diagnostic. Bon, sur notre site Institut français de Vastou, il y a une rubrique demander un diagnostic, c'est facile. C'est une première approche. Par contre, si on veut faire une vraie consultation, alors je sais qu'il y a parfois des gens qui vont proposer des choses à distance. Alors, je ne vais pas dire que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Nous-mêmes, quand on fait un diagnostic, on commence en fait à faire il se passe quelque chose dans l'habitat. Mais il faut savoir que ça ne tient pas dans la durée. Si on veut vraiment faire une consultation qui tienne dans le temps, il faut se déplacer et amener du structurel. C'est-à-dire, on travaille avec du marbre, avec du cuivre, avec des miroirs aussi. Et des mandalas pour l'aspect, là justement, plus ce qu'on appelle la mémoire des lieux, s'ils ont été pollués. Il faut venir avec du matériel et le mettre en place et le laisser en place. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, ça donne bien envie de faire harmoniser sa maison. Super. On arrive à la fin de cet épisode, Laurent, donc on a quelques petites questions rituelles pour toi. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rituel préféré ? Alors je dirais que jusqu'à il y a quelques années, mon rituel préféré, ce serait la méditation. J'ai commencé à l'âge de 15 ans et ça a été toute ma vie. Et vraiment, j'encourage tous les gens en fait, à s'investir, à continuer s'ils ont déjà démarré quelque chose, surtout dans les temps actuels qui sont quand même assez difficiles, assez troubles. La méditation, c'est un point d'ancrage, c'est la connaissance de soi, c'est essentiel. Ensuite, j'aime bien la nature. Je vais de temps en temps faire de la pêche à la ligne. Bon, je relâche les poissons, mais voilà, ça c'est le hobby. Bon, j'aime la vie. J'ai vécu 10 ans en Inde, et j'ai fait beaucoup de choses là-bas. Voilà, je suis un curieux de nature et passionné. D'ailleurs, si je ne suis pas passionné par quelque chose, je laisse très très vite tomber. Le Vastou m'a pris, j'ai mis une main et puis, vous voyez, j'ai mis le bras et je suis rentré entier. Et entièrement dans le Vastou, je veux dire. Et comme j'ai habité 10 ans en Inde, ça a vraiment beaucoup facilité mon apprentissage. Ma formation initiale, elle a duré 11 ans sur le Vastou. Et c'est une formation continue, j'imagine, on apprend toujours dans ces domaines-là. Il y a toujours des choses à découvrir. Oui, quand la formation, je dis, elle a pris 11 ans, c'est le socle qui m'a permis de commencer à oser faire une consultation en autonomie. Vous voyez, mais bien sûr qu'on continue à apprendre. De cette façon, et plus on ouvre une porte et puis on en trouve 3 autres, quoi. Donc voilà, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont tes projets? Où est-ce qu'on peut te retrouver, ton site internet? Où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter? Alors les projets, eh bien maintenant je suis jeune retraité dentiste, donc j'ai lâché il y a un peu plus d'1 an, ma clinique, donc je peux me consacrer complètement au Vastou, et ce qui me passionne maintenant, c'est de transmettre. Donc sur l'Institut français de Vastou, tout attaché, institutfrançaisdevastou.com, vous avez les infos, que vous sollicitiez un diagnostic, une consultation, ou vous vous sentez attiré par le Vastou pour devenir thérapeute de l'habitat. Eh bien, l'orientation que je donne à l'Institut, enfin avec Lydie, ma compagne, ce que nous donnons, c'est vraiment une orientation vers l'enseignement pour transmettre cette discipline qui est quand même extraordinaire et qui est vraiment dans l'air du temps. On a de plus en plus de défiance, je dirais, dans le système hyper mentalisé qui nous est proposé dans nos sociétés dites modernes occidentales, mais qui gagne aujourd'hui toute la planète, même en Inde, ça gagne énormément, cette rationalité extrême. Eh bien, il y a aussi un contre-courant qui veut que l'on redécouvre ces médecines anciennes, comme l'Ayurveda, comme la médecine chinoise. Eh bien, le Vastou fait partie de cet élan
pour retrouver du sens et de l'harmonie avec la nature concernant l'habitat. C'est essentiel. Nos architectes, il faudrait qu'ils soient formés, en fait, qu'ils aient au moins des bases et des notions pour éviter de faire des lieux parfois quand même très dangereux et toxiques. C'est pas le but de faire juste une belle maison. Bien sûr, c'est bien une belle maison, mais si elle est invivable intérieurement, quel est l'intérêt ? Il faut qu'aussi les gens qui y habitent se sentent bien et portés. Ok, on mettra toutes ces infos, bien sûr les liens pour te retrouver, on mettra tout dans les notes de l'épisode. Et puis tu nous as fait l'immense plaisir d'offrir une petite remise à nos auditeurs. Donc pour ceux qui veulent suivre les formations de l'Institut de Vastou, on mettra tout ça. Voilà, je précise que ça concerne en fait une des propositions qu'on a sur notre site qui s'appelle le e-learning. Qui peut être d'ailleurs très bien, je dirais, pour les thérapeutes qui ne souhaitent pas forcément devenir, des spécialistes consultants. Parce que moi-même, dans la médecine chinoise, vous voyez, je me suis intéressé à pas mal de choses, mais si j'ai un patient qui vient et que je pense qu'il faut l'orienter vers un ostéopathe, même si j'ai quelques notions, je ne suis pas ostéopathe, donc on ne peut pas être spécialiste de tout. Eh bien, on a mis en ligne un e-learning. Il y a une dizaine de leçons où on peut approfondir les notions que j'ai abordées pendant notre entretien, comme le statique dynamique, les proportions, où mettre la piscine, enfin tout ça. Ça permet d'avoir une idée diagnostique. Et à partir de là, on peut se dire, écoutez, votre habitat, oui, il semble quand même qu'il y ait pas mal de problèmes, il faudrait consulter. Vous voyez, donc le e-learning, il est vraiment à mon avis, très très à propos pour les thérapeutes. Et effectivement, on a fait une petite remise sympathique pour les gens qui viendraient via le podcast pour cette mini-formation qui est davantage de l'information que de la formation, mais il y a un peu de formation quand même dedans. Génial. Merci beaucoup. C'est une belle initiation en tout cas pour mettre les pieds dedans. Merci. Notre dernière question est notre question instant de gratitude. Et donc, on aimerait savoir qui tu aimerais remercier ou de manière plus globale, ce que tu aimerais remercier. Alors, écoutez, déjà, merci à vous d'avoir ouvert cette fenêtre Vastou dans votre podcast. Et puis, écoutez, un remerciement à l'Inde, à la tradition, un remerciement à mon maître Prabhat Poddar, qui est cet architecte, même si à un moment, nos chemins se sont un petit peu, je dirais, distanciés pour des raisons un peu techniques, mais c'est pas, je veux pas rester sur une note comme ça, mais j'ai une gratitude infinie envers lui parce que je ne serais pas là aujourd'hui si je ne l'avais pas rencontré. Donc c'est lui qui m'a fait plonger dans le Vastou et vraiment je l'en remercie énormément. Et puis une gratitude à toutes les personnes qui œuvrent dans le domaine de l'énergie, que ce soit au travers de la médecine, que ce soit dans tous les domaines. Parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de chaque personne et de l'énergie à l'heure actuelle de chaque personne pour essayer de faire justement, de passer on va dire de l'ancien monde au nouveau monde. Et on est en plein dedans actuellement. Donc gratitude à tous les gens qui œuvrent dans ce domaine. Merci beaucoup Laurent. Un grand merci à toi Laurent. Et merci d'avoir intégré, d'initier les Français et les personnes francophones au Vastou en tout cas. Merci à vous et je salue aussi tous les auditeurs qui écouteront ce podcast. À bientôt Laurent. Oui, à bientôt. Merci. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!